m'accorder la parole. Nous allons essayer de discuter ensemble sur la prise en charge des violences sexuelles, et spécialement comment améliorer cette prise en charge et l'expérience de la République démocratique du Congo. Comme on vous a dit, je suis docteur Alumeti Munyali. C'est vrai, je suis chirurgien pédiatre, mais entre-temps, j'ai une maîtrise en médecine légale, réparation de dommages corporels. Et de ce fait, je m'occupe spécialement des enfants victimes des viols et violences sexuelles, où j'ai fait l'interface entre le parquet et la victime. Et donc, je suis appelé maintes fois à aller témoigner au niveau des cours et tribunaux. Et aussi, à ma qualité de chirurgien, j'arrive à soigner, si pas chirurgicalement, ces enfants victimes des viols et violences sexuelles. Je me suis proposé un petit plan où on va essayer juste de discuter ensemble, une petite introduction, et puis je parlerai de l'expérience de la République démocratique du Congo, où je vais insister sur le modèle des Panzi. Et dans ce modèle des Panzi, j'insisterai sur la prise en charge holistique des victimes des viols et violences sexuelles. Et de cela, je passerai aussi à la nouvelle classification que nous allons discuter ensemble, que nous avons publiée dans une revue américaine, qui nous aide quand même à améliorer la prise en charge des enfants victimes des viols et violences sexuelles. Et puis, je parlerai aussi des One Stop Center que nous sommes en train d'implanter dans nos structures. Et puis, comme vous le savez bien, je discuterai avec vous de certaines difficultés avant de conclure mon propos. En guise d'introduction, vous savez bien, notre loi au Congo s'est beaucoup plus améliorée, surtout en matière de violence sexuelle chez l'enfant. Et là, la définition est simple. À son article 170 du Code pénal, le viol est défini comme tout acte à caractère sexuel sans consentement. Ce qui est positif est que chez les mineurs, chez nous, où l'âge est inférieur à 18 ans, il est admis aujourd'hui qu'il n'y a pas de consentement. Et c'est vrai, ce n'est pas un phénomène nouveau, les viols et violences sexuelles dans le monde. Hein. C'est une histoire qui existe, vieux comme le monde. Mais nous devons nous poser la question par rapport à l'ampleur que ce phénomène prend. J'ai été surpris de voir aussi qu'en France, nous avons presque la même situation. Je ne m'y attendais pas, je m'y attendais moins. Je croyais que la France, un pays, je dirais, avancé, civilisé, devait avoir moins de cas de violence sexuelle chez l'enfant. Et j'ai été émerveillé par les collègues quand il a montré les chiffres et sa façon, je dirais, dynamique de présenter ces chiffres. Et ce soir, je disais que chez nous, il parle comme ça. Le soir, il est peut-être interpellé, si pas même arrêté, si pas même agressé. Je suis fier de voir qu'en France, il y a quand même la liberté d'expression. Et nous avons commencé avec cette liberté d'expression. C'est pourquoi même la communauté européenne nous a accordé le prix Sakharov. Mais les conséquences de ces prix, nous ne savons pas si nous allons les éviter parce que la tête des gens est mise à prix. On nous interdit de parler, mais on s'est dit on doit toujours parler parce que nous sommes aussi dans le monde où on doit laisser les gens quand même s'exprimer. Et donc, mon propos sera juste, comme je l'ai dit, partager notre expérience en matière de viols et violences sexuelles. Vous voyez bien, la RDC, c'est un pays immense, vaste, 2 345 000 km². C'est vaste, c'est 7 fois la France, n'est-ce pas? Et nous avons au moins 5 pays frontaliers. C'est vrai, nous ne sommes pas trop peuplés, c'est 70 millions d'habitants. Mais et la partie où nous travaillons, l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une zone un peu particulière, n'est-ce pas, avec beaucoup de paradoxes. Et parmi ces paradoxes, d'abord, c'est une partie qui est riche en or minéré, le coltan, le gaz. Je pense que tout le monde parmi nous ici, il a au moins quelque chose qui vient de l'Est de la RDC, soit par son ordinateur, soit par vos portables. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que c'est la partie la plus pauvre, n'est-ce pas? Donc la pauvreté bat les pleins, n'est-ce pas? Et cela est aussi aggravé par de multiples conflits armés. Et ainsi, un monsieur a pensé, n'est-ce pas, aider toutes ces victimes en créant un hôpital, l'hôpital des Panzi,
qui aujourd'hui a 500 lits et puis qui s'est un peu spécialisé dans la prise en charge des victimes des viols et violences sexuelles. Aussi, bien sûr, dans toutes ces pathologies gynécologiques, dont les fistules. Vous savez, contrairement à la France, hein, si quelqu'un excelle dans les bons, il est plébiscité, il est décoré, n'est-ce pas? Mais chez nous, si vous excellez dans les bons, vous êtes la personne non grata, n'est-ce pas? C'est aussi le paradoxe, n'est-ce pas? Au moment où en France, les gens sont décorés, chez nous, les gens sont malmenés, voire même sont tués. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien pourquoi aujourd'hui on parle de viol en RDC. C'est depuis la fameuse guerre de libération en 1987 que cette histoire a pris de l'ampleur. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? C'est cosmopolite, les viols et les violences sexuelles. Mais l'ampleur en RDC, comme on l'a dit encore la journée, même l'augmentation de la fréquence de VIH est venue avec cette guerre dite la guerre de libération. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu au moins 6 millions de morts. Si vous prenez quelques villes françaises, n'est-ce pas? Vous vous imaginez, c'est des villes qui sont effacées sur la carte. Parfois, je compare ces 6 millions de morts avec les Gabon, qui a 3 millions d'habitants. Donc, c'est comme si la guerre au Congo a fait disparaître 2 fois les Gabon. Mais on n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parlait pas? Peut-être que les autorités peuvent être complices. Ce sont souvent les associations, les partenaires qui en parlent. Mais parfois, nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, ça signifie les gouvernants n'en parlaient pas. Et donc, depuis cette guerre, les viols et les violences sexuelles chez nous, c'est vu comme une épidémie. Ce qui est une pandémie dans d'autres coins, chez nous, cela est devenu comme une épidémie. Et c'est ainsi que, avec la vision du docteur Mukwege qu'on ne présente plus, qui a pu traiter plus de 40 000 femmes victimes de viols et violences sexuelles, un hôpital s'est développé. Je dois dire, c'est pas seulement de sa génie, mais aussi de l'appui des partenaires que vous êtes, n'est-ce pas? La France nous appuie beaucoup, il faut qu'on le dise. Hein. La communauté européenne nous appuie beaucoup, parce que même le programme que nous gérons, c'est les fonds des contribuables européens. Je dois vous remercier par rapport à ça. Et donc, nous avons mené une petite étude où nous avons essayé de voir depuis 2004 jusqu'en 2014 le nombre des enfants qui ont été victimes de viols et violences sexuelles. Pourquoi cela est venu à nous? C'est parce qu'un jour, le 13 juin 2013, j'étais appelé pour un enfant de 5 ans qui a été vachement détruite, n'est-ce pas? Il y avait une lésion extraordinaire. Je me rappelle, ces jours-là, j'étais en congé, mais on m'a appelé pour examiner parce qu'on savait bien que je devais aller témoigner. Ça m'a rendu presque malade. Et comme on n'a pas de psychologue chez nous, je crois que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours malade quand je vois ces cas. Et donc, en voyant ces cas, je me suis permis de faire quand même une étude rétrospective où j'ai pu analyser, n'est-ce pas, la base des données de l'hôpital. Et j'ai trouvé qu'il y avait environ 3457 cas de victimes de viols et violences sexuelles qui avaient moins de 18 ans. Soit environ 346 mineurs violés par an. Et si on fait les calculs, c'est soit un enfant violé tous les jours. Et de ces enfants-là, comme l'OMS classe les enfants de 0 à 5 ans comme étant des enfants vulnérables, je me suis encore intéressé, à ma qualité de chirurgien, bien sûr pédiatre, pour voir quel serait le nombre. Et là, nous avons trouvé à peu près 205 enfants qui avaient moins de 5 ans. Et nous avons constaté que de ces lésions, on aura à les présenter, on va s'excuser par rapport peut-être à ces images, il y a des lésions extrêmement graves, de telle sorte qu'on se pose la question, que veut l'agresseur? Que veut l'agresseur? Si ici, par exemple, c'est un problème d'inceste, hein, je crois que dans nos pays, en post-conflit, c'est un problème de destruction. C'est détruire toute une communauté. Et vous le verrez peut-être avec moi. Et c'est cette situation qui nous a poussé à voir comment on peut améliorer quand même la prise en charge. Et de cela, nous allons parler donc de notre expérience. Nous avons mis sur pied un modèle qui s'appelle modèle de Panzi. Et ce modèle est basé sur l'approche holistique de prise en charge des survivantes de viols et violences sexuelles. Et ce modèle nous permet, tant soit peu, d'assurer une qualité de soins à ces victimes de viols et violences sexuelles
Et comme nous continuons à réfléchir, et comme on devait réfléchir, on s'est dit, si nous, entre guillemets, qui avons un peu de moyens à l'hôpital, nous pouvons être submergés et avoir des difficultés de prise en charge des survivants de viols et violences sexuelles, qu'est-ce qui se passe dans les coins reculés? Et c'est ainsi que nous avons cherché à implanter, n'est-ce pas, le modèle des PANSI dans les zones reculées, et ce que nous appelons One Stop Center. Et donc, l'approche holistique, ça ne sert à rien de le décrire, hein. Nous savons tous qu'une victime de viols et violences sexuelles a besoin de soins médicaux de qualité. On en a parlé aujourd'hui. C'est vrai, on a dit aussi que ces soins peuvent être aussi un moyen de traumatisme, mais nous savons tous qu'une victime de viols et violences sexuelles a besoin de soins de qualité. Elle a besoin aussi d'un accompagnement psychologique. Malheureusement aussi chez nous, nous en avons peu. Vous pouvez vous imaginer dans notre structure où nous recevons à peu près 3000 cas de viols et violences sexuelles l'an, il n'y a qu'un seul psychoclinique. Donc c'est grave. Donc l'accompagnement psychologique doit être aussi intégré. Et puis il faut qu'il y ait un accompagnement juridique et judiciaire. Et à la fin, il faut que la victime soit réinsérée dans la société, soit réinsérée dans la communauté. Ça, ce sont les 4 piliers, n'est-ce pas, de l'approche holistique. Et donc, de cela, nous avons développé, n'est-ce pas, un réseau où les médecins, où les personnels de santé, les infirmiers, les psychologues, les magistrats et les juges, les instances sociales se retrouvent pour discuter, pour partager l'expérience en matière de viols et violences sexuelles. Et dans ce programme, je tiens aussi à les souligner, nous avons un policier français, Georges, qui nous aide dans la formation, n'est-ce pas, de la partie judiciaire à ces faits-là. Donc, quand nous sommes rentrés des études, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de cas de viols et violences sexuelles, mais il y avait peu de procès et il y avait aussi encore trop peu, n'est-ce pas, des cas qui arrivaient à la fin. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a constaté qu'il y avait une incompréhension. On s'est jeté la balle, les médecins jetaient la balle aux avocats ou aux juges, les juges qui jetaient la balle aux médecins en disant il n'y a pas assez de preuves. Les cas, par exemple, du procès de Minova, n'est-ce pas, restent éloquents, où on dit sur autant de femmes violées, 2 personnes condamnées parce que seulement il n'y avait pas de preuves. Je pense que c'est la honte. Et donc on a compris que les activistes ou les acteurs s'est jeté des balles, soit c'est la faute du médecin, les médecins disent c'est la faute de l'avocat, l'avocat non c'est la faute du psychologue, ainsi de suite. Et donc nous avons initié, n'est-ce pas, un réseau où nous nous retrouvons, nous nous formons, nous partageons l'expérience. Et je pense que ce qui était, par exemple, à la conférence de Londres en juin, ils ont trouvé que dans les rapports, n'est-ce pas, international de prise en charge des victimes de viols et violences sexuelles, dans ces annexes, il y a un certificat, modèle de PANSI, qui a été, n'est-ce pas, ratifié par certains pays. Et donc, c'est de ces réseaux-là qu'un certificat modèle unique, modèle de PANSI, a été mis sur pied. Et donc, cette même expérience, comme on n'est pas, on est ouvert, n'est-ce pas? Nous sommes en train de développer ce modèle à l'Est, à Uvira. Et aujourd'hui, nous avons été au Burundi, au Rwanda, au Kenya pour vulgariser ce modèle. Et je pense que ce modèle doit être étendu, n'est-ce pas, dans toutes les zones en conflit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un puzzle où les 4 acteurs doivent travailler ensemble. Et si on ne travaille pas ensemble, n'est-ce pas, il y aura beaucoup de victimes. Peu vont aller à la justice. Et quand bien même ils vont à la justice, ils auront peu de jugements et ils vont rester dans ce qu'on a dit ce matin, les profils traumatiques, la mémoire traumatique qui va revenir au fur et à mesure. Et donc ici, par exemple, c'est les cas de formation que nous réalisons avec l'appui des partenaires, dont le plus grand, c'est les Physicians for Human Health, un ONG américain. Donc, quand on parle des soins de qualité des survivants de viols et violences sexuelles, nous sommes dit, c'est facile de parler de viols et violences sexuelles, mais il est peut-être important d'arriver à les classer, à les typer. Et c'est ainsi que nous avons mis sur pied une classification simple qui a été publiée, comme je l'ai dit, dans International Journal of Gynecology. Et là, nous avons groupé les victimes, surtout de moins de 5 ans, en 5 types. Quels sont ces types? D'abord, le type 1, c'est
tous ces enfants qui n'ont que des ecchymoses, n'est-ce pas, des lésions superficielles, ou parfois même il n'y a pas de lésions, les types d'attouchements, n'est-ce pas, juste des abrasions ou des petites lésions musculaires sans atteinte, n'est-ce pas, sphinctérienne. Ça, on a groupé ça en type 1. Les types 2, ce sont des lésions musculo-cutanées, comme je l'ai dit, hein, je m'excuse de ces photos que nous sommes en train de projeter, mais c'est une classification, n'est-ce pas, des lésions musculo-cutanées du périnée. Et ici, il n'y a pas d'incontinence fécale ni urinaire. Donc l'enfant maîtrise bien ses selles, il maîtrise bien ses urines. Et là, nous avons groupé ça en type 2. Le type 3, ce sont les lésions. Maintenant, vous voyez que c'est une classification pronostique, n'est-ce pas? Le type 3 sera plus grave que le type 2, où maintenant ici, il y aura des lésions musculo-cutanées avec lésions de sphincter anal. Et tous ces cas, on les a eus, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de continence, n'est-ce pas, urinaire. Les types 4, ce sont des lésions musculo-cutanées où l'appareil urinaire et l'appareil, n'est-ce pas, fécal, donc il y a une incontinence fécale et urinaire chez ces enfants-là. Ce sont des lésions graves qui nous traumatisent, et les types 5, et on en a eu, n'est-ce pas, la lésion sera encore plus grave, où il y a même une lésion du cul des sacs de Douglas. On a eu des enfants qui sont venus en consultation avec les intestins au niveau de la vulve. C'est grave. Et c'est à ce moment-là que, contrairement à ici, n'est-ce pas, on doit se poser la question. Est-ce que c'est la pédophilie? Je ne pense pas trop. C'est la destruction. C'est la destruction parce qu'il est dit, l'enfant, c'est ça, cette pépinière, n'est-ce pas, d'une nation. Quand ces enfants sont détruits comme ça, on se pose la question, que deviendront tous ces enfants à l'avenir gynécologique, n'est-ce pas? C'est un peu grave. Et donc, cette classification nous permet quand même de codifier une prise en charge. D'abord, chaque enfant qui arrive en consultation, on récolte les preuves médico-légales. Aujourd'hui, la photographie chez nous, elle est reconnue comme une preuve médico-légale, donc on fait la photographie. Les enfants sont soumis à une psychothérapie. Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, je peux dire que c'est un point qu'on doit renforcer dans notre système parce qu'il n'y a pas de psychologues. C'est souvent les psychologues de travail qui se sont transformés en psychocliniques. Vous comprendrez avec moi que c'est un peu difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai sollicité Dr Myriel si elle peut venir nous aider avec la formation. Et je pense que je peux solliciter l'Assemblée, les psychologues qui veulent nous aider, ils sont les bienvenus chez nous. Et donc, ce qui est positif est que toutes les victimes qui arrivent dans moins de 72 heures avec le programme de Panzi, ils ont un kit PEP. Donc la prévention contre l'exposition, donc ils ont la prévention contre le VIH, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles, la contraception en urgence, ça nous accordons, et bien peut-être une antibioprophylaxie, une antibiothérapie selon la lésion. Et nous assurons une vaccination systématique. Comme vous savez, le sol congolais, c'est un sol tétanigène, n'est-ce pas? Donc on fait une prévention contre le tétanos, contre HBS, donc l'hépatite virale. Et de notre classification, nous pouvons comprendre facilement que le type 1, où il n'y a presque pas de lésions, c'est juste une psychothérapie, on peut faire les bains s'il y a des lésions superficielles, n'est-ce pas? Et pour le type 2, n'est-ce pas, on peut hospitaliser l'enfant. Et c'est pour les types 3, 4, 5, où la chirurgie, n'est-ce pas, prend de la place, et là nous faisons des plastiques. Ce qui est difficile à connaître, n'est-ce pas, c'est l'avenir de tous ces enfants-là. C'est ça l'inconnu, l'avenir gynécologique, l'avenir psychologique. Et si on nous a prouvé avec les rapports qu'il y a une tendance à faire des suicides, n'est-ce pas, ce sont ces études-là peut-être qu'on pourra encore mener parce que tous ces enfants sont suivis dans leur toit familial. Ce qui est positif aussi, quand on parle de viols et violences sexuelles, j'ai vu les chiffres ici, c'est 1 sur 10 cas, ici en France, 1 sur 10 qui a un certificat médical. Je dirais ici chez nous, à l'hôpital des Panzi, le certificat médical est élaboré de façon systématique. Qu'il y ait réquisition médicale ou pas, il y a un certificat qui est d'emblée, n'est-ce pas, réalisé, archivé, gardé. Et aujourd'hui, on est en stade de se dire qu'il ne faut pas même placer ces certificats dans un coffre-fort parce que souvent, vous avez appris qu'il y a des hôpitaux qui sont visités parce que la plupart de ces agresseurs sont les groupes armés, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont rebelles, demain deviennent même président de la République. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire de toute cette documentation. Et donc, ces enfants sont accompagnés psychologiquement.
Et il y a un appui juridique. C'est ainsi que nous avons créé des cliniques juridiques, n'est-ce pas, avec des avocats qui suivent ces cas. Tous les cas des enfants de moins de 5 ans, les enfants de moins de 18 ans, il y a un avocat qui suit les cas au niveau du parquet. Et puis, aujourd'hui, on est en train de développer un programme de réinsertion. C'est ainsi que si vous voyez sur Internet, il y a ce que nous appelons maisons d'Orcas, où ces enfants sont mis dans les aires des jeux, n'est-ce pas? Ils sont accueillis dans des écoles, n'est-ce pas? Pour ne serait-ce que les éduquer et les former dans le futur. De cela, nous avons réfléchi, nous sommes submergés, comme on l'a dit. Hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les coins reculés? Nous avons initié ce que nous appelons le One Stop Center. Et ce programme est bien développé dans notre coin. Et ici, donc, nous avons développé des centres, des mini-hôpitaux de Panzi, ici je peux l'appeler comme ça, où les soins d'urgence sont accordés, où l'aide judiciaire et juridique est accordée. Et ici, vous comprendrez que ce sont souvent des défenseurs judiciaires qui sont dans ces coins, ou un accompagnement psychologique. Et comme je l'ai dit, ce sont les psychologues de l'enseignement, psychologues, les psychos de travail. Et c'est seulement les cas graves qui nécessitent l'hospitalisation qui sont référés chez nous à Panzi. Je vais terminer, n'est-ce pas, mon propos par les difficultés et une petite conclusion. D'abord, la première difficulté est que le travail que nous faisons, le travail que vous faites comme partenaire, c'est le gouvernement congolais qui devait le faire, malheureusement. Et ce gouvernement ne nous appuie presque pas. Au contraire, c'est un gouvernement qui cherche à nous effacer, n'est-ce pas? Et les structures à l'Est, ce n'est pas seulement au Congo, ceux qui ont l'expérience du Rwanda, du Burundi. J'ai discuté aujourd'hui avec quelqu'un qui a l'expérience en Centrafrique. Les structures ne fonctionnent que par les partenaires. À un certain moment, en Afrique, on se pose la question, à quoi sert le gouvernement, n'est-ce pas? Et nous avons constaté qu'il y a une insuffisance criante, n'est-ce pas, en matière de formation. C'est ainsi que nous sollicitons. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, vous qui avez eu la chance, n'est-ce pas, d'être plus concentrés, il faut parfois, par l'osmose, n'est-ce pas, déverser vos connaissances dans ces coins qui sont moins concentrés. Donc, c'est un appel, n'est-ce pas, pour que vous qui avez un peu d'information, aidez les pays africains, n'est-ce pas, aussi, à se développer. Ce qui est important à souligner ici, c'est que ces acteurs, il y a des gens de MSF ici, n'est-ce pas, de l'UNICEF qui ont travaillé à l'Est et dans le pays des Grands Lacs. Les acteurs en matière de viol et violences sexuelles sont plus que menacés, une insécurité criante. Moi-même qui vous parle ici, beaucoup de fois ou plusieurs fois, on a eu des menaces, n'est-ce pas? Parfois même les bourreaux qui sont en prison, vous savez, vous avez appris qu'il y a des prisons qui sont, les portes qui sont cassées, n'est-ce pas? Et qui viennent nous visiter, n'est-ce pas? Mais on s'est dit, le peu que nous accordons, n'est-ce pas, à la population congolaise, n'est-ce pas, fait assez que nous devons rester dans ces pays-là. Vous vous rappelez quand les docteurs Mukwege étaient en exil en Belgique, n'est-ce pas? Ce sont les femmes victimes des viols et violences sexuelles qui se sont cotisées pour payer son billet. Et il a été difficile pour lui de rester en Belgique. Au moment où les victimes se mobilisent, n'est-ce pas? C'est lui qui vend les choux, c'est lui qui vend la carotte, se mobilise pour vous payer les billets. C'est comme moi qui vous parle ici. Je ne pourrai jamais rester ici parce que je pense que je suis plus important au Congo qu'ici. En conclusion, comme le thème était comment améliorer les soins des victimes des viols et violences sexuelles, qui était une question, je pense que la réponse est simple. Pour y arriver, il faut d'abord une bonne connaissance de la thématique. Plus les gens ne comprennent pas ce que les violences sexuelles, j'ai vu ici que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, n'est-ce pas? Plus les gens ne comprennent pas, plus la prise en charge sera au rabais. Il faut d'abord que les gens comprennent. Et mon collègue, mon aîné, a parlé de la formation. Donc il faut former les gens par rapport à la thématique. Et il est important de dire, et je l'ai dit encore ici, nous devons travailler en réseau. Mon collègue et mon aîné a parlé du réseau. Peut-être ici c'est le réseau des psychologues et autres, mais je pense qu'il faut élargir ces réseaux où les médecins, les psychologues, les magistrats, les juges, les avocats travaillent ensemble, que nous ayons un même langage. Parce que si on n'a pas le même langage, ça ne pourra pas marcher. Et la victime, encore je l'ai dit, c'est la personne, n'est-ce pas? Vous savez, quand on parle de prise en charge holistique, c'est comme une chaise. La victime qui est assise sur une chaise avec 4 piliers, n'est-ce pas?
les médicales, les psy, les juridiques et la réinsertion. Et donc, si un pilier ne marche pas, la chaise, vous allez tomber. Et qui va tomber, c'est la victime. C'est ça la prise en charge holistique. Et donc, nous devons travailler ensemble. Nous devons créer des réseaux de responsabilité. C'est vrai, nous devons aussi assurer la sécurité des acteurs. Je disais aujourd'hui que mon ami et mon aîné, s'il était au Congo, ce soir, il devait être visité, il devait être interpellé. Parce que parler comme ça d'un gouvernement, les gouvernements doivent faire ceci, les gouvernements doivent faire cela. Chez nous, le soir, tu es interpellé, n'est-ce pas? Et tu es arrêté. Mais je crois que la responsable de l'UNICEF en a aussi parlé. Nous devons protéger les enfants, n'est-ce pas? Nous devons protéger les enfants. Les enfants doivent être protégés. Et je l'ai encore dit, hein, parfois les gens pensent que c'est chez les voisins, n'est-ce pas? Mais quand ça arrive chez vous, ça sera déjà trop tard. Je crois que nous devons dénoncer, nous devons travailler ensemble et nous devons protéger tous ces enfants. C'est à ces propos que je limite, donc j'arrête mon exposé et je vous remercie.